Bonjour à tous, aujourd'hui c'est avec un immense plaisir que je vous fais une nouvelle vidéo sur le Mercedes-Benz O404, un autocar extrêmement moderne qui apparaîtra en 1992, un autocar fabriqué à Mannheim en Allemagne par Mercedes-Benz. Voilà. Bien entendu, je vous évoquerai aussi le passé du nom de l'entreprise Mercedes-Benz et de ses valeurs qui sont très intéressantes. Voilà. Pour l'heure, je vous propose donc cette vidéo sur le Mercedes-Benz O404, en n'oubliant pas évidemment que dès 1965, le Mercedes-Benz O302 sera commercialisé, un autocar qui sera aussi bien un autobus urbain qu'un autocar. J'avais fait une vidéo spécifique sur le sujet. Effectivement, le Mercedes-Benz O302 qui sera fabriqué de 1965 à 1976 à 32 000 exemplaires. Un autocar, donc effectivement, qui connaîtra un immense succès en Allemagne et puis en Europe. Voilà, donc un autocar, le Mercedes-Benz O302, le Omnibus 302. Effectivement, donc un autocar qui sert aussi bien en autobus urbain qu'en autocar interurbain ou un autocar de tourisme. Voilà, donc un véhicule qui sera carrossé aussi, proposé aux carrossiers sous forme de châssis et carrossé par Drögmöller et Auwerter, entre autres. Bien entendu, tous les noms allemands que je cite dans cette vidéo seront écrits en barre de description. Voilà. Donc ce sont des autocars, les O302, fabriqués de 1965 à 1976 à 32 000 exemplaires, donc qui auront connu un immense succès, effectivement, et des véhicules qui auront plusieurs longueurs, de 9,60 m à 11,90 m, pour effectivement des véhicules qui proposent de 10 à 13 rangées de sièges. Voilà, donc ce sont des autocars effectivement qui définiront de nouveaux standards pour le confort intérieur de l'autocar. Voilà. Donc ici, effectivement, c'est une version améliorée, très luxueuse, pour les Jeux Olympiques, non, pardon, pour la Coupe du Monde de football en 1974, voilà, à Munich, sauf erreur. Je crois. Je me souviens plus. Voilà, donc des autocars à structure autoportante, effectivement, qui définiront donc de nouveaux standards pour les transporteurs. Voilà, donc ici, l'autocar O302 pour la Coupe du Monde de football en 1974. Voilà, donc des véhicules qui seront à deux essieux, dont un essieu arrière à roue jumelée, proposé en 4 moteurs de 5,7 litres, 8 litres, 8 litres 6 ou 11 litres 6 de cylindrée, qui proposait des puissances de 126 à 240 chevaux, avec des boîtes de vitesse à 5 ou 8 rapports ultérieurement, des rapports avant plus marche arrière, des freins à tambour. En 1971, la suspension pneumatique fera son apparition. Ensuite, évidemment, il y aura un nouvel autocar qui apparaîtra, ce sera le Mercedes-Benz O303. Le Mercedes-Benz O303 qui, effectivement, sera l'évolution du O302. Alors, voilà, le O303, voilà l'évolution du O302, un autocar qui sera plus long et plus large, mais proposé en différentes longueurs, de sorte effectivement à pouvoir répondre à toutes les attentes des transporteurs. Là aussi, le O303 a fait l'objet d'une vidéo particulière que je vous invite à découvrir sur ma chaîne. Voilà donc la gamme des autocars O303, ici donc des modèles de 8,67 m de long pour 7 à 9 rangées de sièges, ou 9,23 m pour 7 à 10 rangées de sièges, ainsi que des véhicules, un véhicule à 9,99 m de long pour 8 à 11 rangées de sièges, ou 10,17 m pour 9 à 12 rangées de sièges, ainsi que une version à 10,55 m pour 9 à 13 rangées de sièges, 11,29 m de long pour 10 à 14 rangées de sièges, et puis 12 mètres, c'est-à-dire la longueur la plus longue, autorisée par les codes de la route européen, pour 11 à 15 rangées de sièges. Code de la route européen de 1975 qui autorisera la longueur des véhicules à 12 mètres de long. Voilà.
Donc le O303, voilà. Donc un véhicule qui aura été présenté en 1974 au Mondial de Paris, qui sera produit jusqu'en 1992 à plus de 38 000 exemplaires, c'est ça. Le O303 qui évoluera effectivement, où les essuie-glaces à pantographe et le pare-brise en deux parties seront remplacés par un pare-brise d'une seule pièce, et puis des essuie-glaces qui sont antagonistes. Effectivement, ici, une configuration ligne avec une porte médiane à deux vantaux qui sont larges, et la même carrosserie sera utilisée pour effectivement proposer une version touristique, c'est-à-dire une version, là en l'occurrence, disponible soit en porte médiane, soit en porte arrière, comme nous le voyons ici. Voilà. Et nous observons aussi qu'une autre version surélevée fera son apparition au cours des années 1970, en 1979 exactement, une hauteur RHD, voilà. Donc, alors, la différence de hauteur, en fait, se situe ici. C'est-à-dire que c'est là qu'on voit la différence de hauteur. Je n'ai pas les chiffres précis, mais il y a environ une vingtaine de centimètres d'écart entre la version normale et la version surélevée, RHD, voilà. RHD. Voilà, ça c'est vraiment la version surélevée, le O303 RHD. Voilà. Alors, ce qui est intéressant quand même à noter dans les années 80, c'est que l'autocar de tourisme va se spécialiser, ou je dirais même que l'autocar va se spécialiser selon l'utilisation que l'on fera du véhicule. C'est-à-dire que jusque dans les années 80, les transporteurs pouvaient opter pour ce type de véhicule. Ici, c'est un véhicule, donc c'est toujours la même carrosserie, mais cette carrosserie est tout à fait configurable en plusieurs montées de gamme, donc plusieurs niveaux de gamme. Donc ici, c'est un niveau de gamme tout à fait intermédiaire, c'est-à-dire un autocar qui est tout à fait, qui convient tout à fait pour faire du tourisme. Ce qui signifie que ce véhicule-là peut faire aussi bien, qui peut faire le plus peut le moins, comme on dit, qui peut le plus peut le moins, ce qui signifie qu'il peut faire aussi bien du transport scolaire que de la ligne régulière, que de l'excursion ou du tourisme. Voilà, il suffit simplement d'ajouter un cabinet de toilette, et là, le véhicule est apte sur tous les créneaux d'utilisation. Maintenant, il faut pouvoir rentabiliser ce matériel. C'est-à-dire qu'un transporteur va réfléchir à deux fois avant d'acheter un véhicule de ce type, à moins qu'il soit spécialisé dans le tourisme. Mais à ce moment-là, s'il est spécialisé dans le tourisme ou s'il souhaite se spécialiser dans le tourisme ou affecter quelques véhicules pour une activité touristique, peut-être qu'il sera dans son intérêt d'opter pour un véhicule qui soit surélevé. Voilà. C'est-à-dire un véhicule qui proposera les mêmes prestations que le véhicule que nous venons de voir, mais avec un volume de soute suffisant. Et aussi, non seulement un volume de soute suffisant, mais évidemment un plancher surélevé, ce qui permettra un nouveau confort pour les voyageurs à bord de l'autocar. Voilà. Donc ça, c'est vraiment une mutation des années 70, puisque ce véhicule-là est sorti en 1979. C'est là aussi où, effectivement, les transporteurs vont, dans les années 80, commencer à bien réfléchir à leur compte d'exploitation et à leur bilan comptable, et de se dire, qu'est-ce qu'on fait ? Quels sont les choix stratégiques, effectivement, pour choisir un matériel roulant ? Voilà. Donc il faut savoir que comme je vous l'ai dit, le O303 était disponible en plusieurs versions d'équipement et en cours de carrière, effectivement, connaîtra des moteurs plus efficients, l'adoption notamment d'équipements comme l'anti-blocage des roues ou l'anti-patinage, et aussi la commande de boîte de vitesse par joystick pour les versions les plus modernes. Voilà concernant le O303. Il faut savoir que dès 1992, ce n'est plus le O303 qui va sortir, c'est un nouvel autocar, le O404. Alors le O404, il va reprendre en fait tous les avantages du O303 en les améliorant, c'est-à-dire proposant une ambiance agréable, bénéficiant d'un nouveau système de ventilation et de climatisation, une esthétique réussie conçue pour traverser le temps, une suspension avant à roues indépendantes à l'origine, d'un excellent confort et d'une sécurité active de très haut niveau,
une sécurité optimale assurée par des freins à disque ventilé à l'avant et à l'arrière, remplaçant les freins à tambour du O303, une garantie d'une longévité hors pair et de la carrosserie, résultant du procédé de trempage cataphorèse. Donc là aussi, ça va être une première pour Mercedes-Benz d'utiliser la cataphorèse comme un moyen de protection intégrale. Voilà, de sa structure, et une gamme de moteurs robustes aux normes de non-pollution de demain. Voilà. Donc c'est très intéressant quand même de bien noter que effectivement il y aura des améliorations par rapport au O303 et notamment sur la protection anti-corrosion qui a effectivement changé beaucoup de choses sur le O404. Alors je vais quand même vous montrer la protection anti-corrosion qui était en cours jusqu'au milieu des années 80, voire fin des années 80 chez Mercedes-Benz. Puisque ça n'était pas un trempé cataphorétique, mais c'était effectivement des opérateurs qui passaient sous le véhicule pour appliquer des produits anti-corrosion. Il faut que je retrouve le document que je suis en train de feuilleter. Je vous l'avais déjà montré dans une précédente vidéo. Donc ici, c'est l'ossature autoportante, effectivement, en cours de fabrication à l'usine de Mannheim. Voilà, une ossature soudée, intégralement soudée, voilà. Et effectivement, voilà, les ouvriers qui qui appliquent sous le châssis du véhicule, effectivement, en couche épaisse, des produits, effectivement, qui vont parfaitement protéger le châssis. Voilà. Ce qui sera vraiment un gage de longévité des véhicules, sachant que les autobus urbains bénéficieront exactement de la même attention et des mêmes processus de fabrication. Ici aussi, effectivement, on observe la caisse. Voilà, une fois que les parties basses sont protégées, voilà la caisse du O303, effectivement, qui bénéficiera des meilleures technologies, voilà, aussi bien de construction que de protection anti-corrosion. Voilà, donc le Mercedes-Benz O404, qui lui donc, sera vraiment un véhicule de nouvelle génération, et qui proposera beaucoup d'innovations, notamment une structure autoportante, mais qui sera allégée. C'est-à-dire que les parties basses du châssis garderont toujours les mêmes caractéristiques de rigidité, tout en acceptant les efforts de flexion et de torsion, mais la structure, des éléments de structure, effectivement, seront allégés, notamment par l'adoption de tôles qui seront façonnées par presse. Voilà, des tôles embouties et qui, effectivement, offriront davantage de légèreté, mais toujours répondront toujours aux mêmes contraintes de solidité. Voilà. Donc je vous propose de voir le véhicule, le Mercedes-Benz O404 RH et RH Avantage. Alors ces véhicules-là ont la particularité d'être des véhicules qui ne sont pas surélevés. Donc en fait ce sont certainement les derniers d'une longue lignée d'autocars qui seront proposés aux clients, c'est-à-dire sans être surélevés. Voilà. Donc, alors je vous montre la brochure, si j'arrive à l'ouvrir. Donc, alors là, c'est l'introduction au véhicule. Voilà, donc un autocar de nouvelle génération qui aura une structure allégée, une protection anti-corrosion par bain cataphorétique. Donc un véhicule qui sera sur un créneau à tout faire. C'est vraiment un véhicule à tout faire, donc aussi bien de la ligne régulière que de l'excursion, que du tourisme, mais non surélevé. Voilà. Donc on observe effectivement les choix technologiques de Mercedes-Benz. La superstructure est conçue pour un maximum de sécurité dans le compartiment passager. Sa résistance au retournement est supérieure au seuil prescrit par la directive européenne R66. Donc, je vous avais déjà montré les spectaculaires photographies des essais effectivement
de résistance de la structure au retournement, n'est-ce pas? Je vous l'avais déjà montré, ça. Voilà, donc effectivement, ces essais-là ont permis de bien comprendre et de bien mettre en valeur le fait que la résistance au retournement est supérieure au seuil prescrit par les directives européennes, ce qui est tout à fait rassurant au niveau sécurité. Voilà, en précisant aussi que la garantie anti-corrosion, effectivement, est assurée par un trempé cataphorèse par immersion dans un bain à base de lac aqualite. La structure du véhicule étant le positif et puis le liquide étant le négatif. Voilà, le moins. Le O404 est protégé jusque dans ses moindres recoins. Voilà. Donc là, la suspension avant à roue indépendante, elle encaisse tout et maintient le cap. Voilà. Les freins à disque ventilés garantissent une sécurité optimale aussi bien à l'avant qu'à l'arrière. Et puis, on observe effectivement l'autocar dans son décor favori, c'est-à-dire une route de campagne avec un groupe de passagers à bord. Voilà, un autocar tout à fait standard, tout à fait voilà, de son temps, du début des années 1990, qui propose, ma foi, d'excellentes prestations. Voilà. Donc là, effectivement, tout a été prévu et l'héritage Mercedes-Benz et l'héritage de l'expérience Mercedes-Benz aura effectivement permis beaucoup de choses, non seulement d'assurer la solidité, la rigidité, la sécurité évidemment, et puis aussi la garantie d'une protection anti-corrosion parfaite, mais aussi cette expérience-là sera utilisée effectivement pour garantir aux clients un excellent confort à bord, y compris le confort thermique, avec effectivement les flux d'air frais, l'air chauffé, l'air frais, voire l'air conditionné, l'air recyclé et l'air vicié. Voilà. Donc effectivement, on a tous les flux d'air à l'intérieur pour un excellent confort, une chaleur agréable grâce à un chauffage radiatif composé de panneaux traversés par de l'eau chaude. Il ne s'agit donc plus d'une chaleur qui soit ventilée. Deux gaines de pavillon situées à gauche et à droite garantissent une ventilation sans courant d'air, donc en plus du chauffage radiatif, voilà. Et un système de chauffage climatisation extra plat d'encombrement très réduit est intégré dans la partie arrière du pavillon, ce qui limite l'aspiration de poussière. C'est très bien vu, autant récupérer l'air en haut qu'en bas. Voilà, donc une nouvelle ergonomie pour le poste de conduite, ça c'est très important, l'environnement du conducteur d'autocar, voilà. Et puis le voyage, voilà, donc ici effectivement le compartiment intérieur d'un autocar O404RH. Alors il faut savoir qu'il y a un site internet osterholt.ch, je le noterai en barre de description, c'est Osterholtheimer, donc c'est une association suisse située à Versonnaz et qui effectivement rapportait que sur les Mercedes-Benz O404 à 13 rangées de sièges, RH basique, qui étaient achetés par Carte Postale Suisse, avait pour avantage la puissance du moteur, le volume des soutes, l'ambiance intérieure, le design classique et harmonieux, la maniabilité du véhicule, mais en point négatif, la qualité des plastiques, la suspension du véhicule sur la boîte, avec la boîte de vitesse automatique ZF, l'inconfort des sièges, des problèmes électriques, la fiabilité de la boîte ZF et la teinte qui varie selon les composants. Voilà, parce qu'apparemment des composants, notamment de carrosserie extérieure, n'étaient pas forcément très bien choisis. Voilà. Donc ça, c'est effectivement l'association Osterholtheimer de Versonnaz dans le canton VS. Je ne sais plus ce que c'est, canton VS. Voilà, donc c'est intéressant à noter. Alors par contre, justement, moi c'est la question que je me pose, parce qu'on va quand même regarder, on va s'arrêter un peu sur le confort des sièges, parce qu'effectivement, ce sont des sièges qui semblent être quand même assez confortables. Alors c'est très curieux qu'effectivement, l'association ait noté un certain inconfort de siège. Alors s'agit-il de ces sièges-là, sachant que la finition du véhicule choisi par Carte Postale Suisse
c'était une conception, une finition basique. Donc on va quand même vérifier et voir les évolutions de siège ici. C'est un Turismo RH, donc en fait qui reprend apparemment la même conception de siège, c'est-à-dire des sièges à poignée latérale de part et d'autre de chaque siège, un siège au garnissage tout à fait normal, on va dire, de ce qui se fait habituellement. Effectivement, une tétière qui est cousue sur le haut du dossier de siège, voilà. Et je vais aller plus loin encore dans l'analyse. On observe ici, par exemple, ici c'est sur un Turismo des années 2000, on observe en fait qu'il y a une couche optionnelle sur les sièges, c'est-à-dire que les sièges ont un surgarnissage en fait. Il y a un surgarnissage sur les sièges. Voilà, donc pour offrir en fait une couche supérieure de confort. Voilà. Donc après, je vous laisse mettre de votre opinion sur le sujet, parce que vraiment c'est un sujet que je ne maîtrise absolument pas. Voilà, donc je tenais quand même à vous montrer pour que vous puissiez vous faire votre propre opinion. Donc c'est sur un Torino, c'est-à-dire un autocar, un midi-car d'ancienne génération. Et justement, il y avait aussi une partie, un truc intéressant. Voilà, c'était ça, c'est de vous montrer effectivement, vue de l'arrière du dossier. Donc un dossier tout simple, hein. Et là, en l'occurrence, on observe effectivement les poignées de part et d'autre. Ici, un porte-veste. Et puis un filet porte-revue. Alors sur ces sièges, il n'y a pas la tablette rétractable avec le porte-gobelet. Voilà. C'était juste pour vous montrer, faire une parenthèse effectivement sur le véhicule en l'occurrence. Voilà. Je voulais aussi faire une petite parenthèse sur le garnissage. Là, c'est une évolution effectivement aux gammes du début des années 2000 de chez Mercedes-Benz, effectivement, avec une nouvelle ergonomie au poste de conduite. On pourra comparer tout à l'heure avec, effectivement, on va comparer tout de suite d'ailleurs, si je retrouve le document, l'ergonomie au poste de conduite du O404. Est-ce que je l'ai ou est-ce qu'on a encore autre chose? Je voulais juste vous montrer ça. On va revenir à notre poste de conduite pour observer effectivement l'évolution de l'ergonomie au poste de conduite. Voilà. Donc effectivement, il y a quelques évolutions, mais enfin le plus gros est fait. Hein. Là, on observe effectivement les combinés. C'est tout à fait comparable en fait. Voilà. Moi, je ne vois pas de grosse différence entre les deux. Voilà. Ça, c'est la version des années 2010, et là, c'est 20 ans avant. Voilà. Début des années 90 et début des années 2010. Voilà. Donc là, on est au début des années 90. Voilà. Début des années 90, donc le volant semble être plus confortable en 2010, mais sinon l'ergonomie est tout à fait là, le tableau de bord, les panneaux de commande, tout ça, c'est tout à fait comparable. Voilà, tout à fait comparable. Voilà, c'est juste une parenthèse. Hein. Voilà, il y a aussi une variante avec, au lieu d'avoir les garnissages qui sont chromés, ou plutôt aluminium brossé, là c'est imitation bois ou du vrai bois, je ne sais pas du tout. En tout cas, voilà, c'est au choix de chacun, selon ses propres goûts. Voilà. Donc le O404, nous revenons à notre O404 du début des années 90, n'est-ce pas? Voilà, 1994 pour être précis. Donc effectivement, ici, les sièges, ma foi, qui sont tout à fait... alors voilà, donc c'est la version RH. Voilà. Voilà. Ah oui, aussi un cabinet de toilette couleur framboise. Voilà, donc qui, en fait... voilà, qui garnit le véhicule. J'imagine que les coloris sont au choix. Voilà, donc effectivement, au début des années 90, il y a quand même plus de nouveautés, plus de design dans le choix des coloris. Effectivement, voilà, Mercedes-Benz va réaliser une espèce de mue très intéressante à cette époque-là. Voilà. Alors ensuite, nous avons voilà, donc, le O404 RH, voilà, l'aménagement intérieur, voilà,
Donc les sièges Mercedes-Benz sont dotés d'un élément anti-choc intégré. On ne fera jamais assez pour la sécurité. Voilà. Donc, alors, le O404RH, disponible en 3 versions. Voilà, donc ici, avec hauteur de 3,27 m. Donc, pour un plancher d'environ environ à 1,20 m du sol. Voilà. La largeur de 2,50 m. La hauteur de seuil à 3,52 m. Voilà. 35,2 cm, pardon. Voilà, et puis donc là on a les différentes versions, c'est-à-dire la version à 10 rangées de sièges, voilà, 8 à 10 rangées de sièges, longueur de 9,22 m, un empattement de 4,68 m et 5 mm, et un volume de soute à bagages de 5 m3, 5,1 m3, voilà. Celui qui intéressera la Poste Suisse, effectivement, avec une vingtaine d'exemplaires, le O404-13RH, voilà, donc 10,72 m de long, un empattement à 5,24 m et 5 mm, voilà, pour, effectivement, 10 à 12 rangées de sièges. La porte peut être centrale ou arrière, donc là effectivement le visuel montre un véhicule à porte centrale, un volume de soute à bagages maximal de 7,1 m3, voilà, et puis le 15, alors le O404 15RH, donc longueur de 11,98 m avec un empattement de 6,25 m, un volume maxi de soute à bagages de 9 m3, voilà, donc 10 à 14 rangées de sièges pour le O404 15RH et possibilité d'équipement avec une porte centrale standard ou large, c'est-à-dire à 2 vantaux de porte ou une porte arrière, voilà, avec une motorisation de 213, 250 ou 280 kW, c'est-à-dire 290, 340 ou 380 chevaux, c'est-à-dire une gamme de moteurs qui est tout à fait, qui répond tout à fait aux attentes des clients, voilà. Alors, donc là, on a les équipements techniques pour le véhicule O404RH, un équipement grand confort, donc avec un pont arrière, donc qui propose plusieurs rapports, voilà, donc soit 125 km/h de vitesse maxi, soit 137 km/h de vitesse maxi, selon la combinaison du moteur, voilà. Régulation anti-pastinage selon le véhicule qui soit à 10, 12, 13 ou 15 rangées de sièges. Donc il faut savoir que les configurations K, c'est configuration confort, L c'est luxe et S c'est super luxe. Voilà, c'est pour ça qu'il y a trois colonnes. K c'est confort, luxe c'est L et S c'est super luxe. Voilà, ce sont les niveaux de finition. Donc l'anti-patinage est disponible de série sauf sur certaines finitions. L'anti-blocage des roues ABS est disponible de série. Les freins à disque sur les essieux avant et arrière de série. Ralentisseur Foyt à commande tout électronique, disponible en option ou en série sur certaines finitions super luxe. Le réservoir d'air comprimé en aluminium est disponible en option sur le 15 rangées de sièges, pompe anti-gel Bosch de série, bar stab essuie avant de série sur les 15 en super luxe et barre stabilisatrice sur l'essieu arrière disponible sur certaines finitions, voilà, les finitions hautes, voilà. Dispositif de relevage d'abaissement de la carrosserie, abaissement maxi de 90 mm, relevage maxi de 70 mm en option et en série sur les super luxe. 13 et 15. Avertisseur pneumatique de série sur les super luxe 13 et 15. Colonne de direction réglable en hauteur et en inclinaison, disponible de série sur les super luxe 13 et 15 et en option sur les autres. Voilà, équipement Blaupunkt, c'est la radio, donc il y a aussi le micro portatif Blaupunkt avec câble enrouleur, un micro à colle de cygne Blaupunkt,
l'équipement stéréospatial, l'antenne radio, l'horloge digitale située au pavillon arrière, batterie 2 fois 200 ampères-heure, le pare-brise en verre feuilleté monobloc non teinté ou teinté, c'est-à-dire avec un bandeau pare-soleil vert sur la partie supérieure du pare-brise, store pare-soleil au pare-brise à commande électrique sur toute la longueur, store pare-soleil au pare-brise à commande manuelle, voilà, rétroviseur extérieur chauffant ou à commande électrique, ou rétroviseur intérieur à commande électrique ou manuelle. La boîte de vitesse avec rapport de démarrage démultiplié en combinaison avec avec 2 moteurs, refroidissement d'huile de boîte de vitesse, la boîte ZF 8 S180 avec présélection automatique AVS en combinaison avec le moteur OM 402 LA, commande de vitesse électronique pneumatique EPS, la boîte mécanique ZF à 8 rapports, le climatiseur Sutrac arrière, climatiseur arrière avec chauffage intégré, chauffage par convecteur aux parois latérales, le chauffage radiant intégré aux parois latérales et plancher, y compris les caches sur parois latérales, l'appareil de préchauffage Eberspecher, voilà, appareil de préchauffage Webasto, indicateur de température extérieure-intérieure sur tableau de bord, économiseur pour échange intérieur et soufflerie, pour éclairage intérieur et soufflerie, lampe de lecture pour accompagnateur dans la boîte à gants, éclairage du couloir central intégré dans les pieds des sièges, bandeau lumineux dans le game d'aération au pavillon, les spots lumineux en game d'aération au pavillon, les bus d'aération pour 9, 10, 11, 12, 13 ou 14 rangées de sièges selon la finition que l'on choisisse. Les bus d'aération, donc ok, ça c'est fait, l'éclairage des soutes à bagages, le moteur à soupape de décharge constante, l'accélérateur électronique, vis de vidange du carter d'huile magnétique pour éviter de le perdre et de le faire tomber, de ne pas pouvoir le ramasser après. L'alternateur supplémentaire Bosch 140 ampères, indicateur de niveau de liquide de refroidissement avec regard de contrôle, limiteur de vitesse à 100 km/h, dispositif au départ de départ à flamme, les pneus M, les pneus 275 80 R22.5 sur des roues disques 750 par 22.5, ou des pneus de 11 R22.5 ou des pneus de 295 80 R22.5 sur des jantes 8,25 ou 22.5. Donc là c'est intéressant parce qu'on observe qu'en fait il y a 2 jantes disponibles. Il y a les jantes 7,5 x 22.5 et puis les jantes 8,25 x 22.5. Ce qui signifie que il y a 2 types de pneumatiques, 2 tailles en tout cas, enfin 3 types, mais 2 tailles de jantes. Et donc, forcément, plus le diamètre des roues sera important, plus la vitesse du véhicule sera importante aussi. Voilà. Jante en alliage avec centrage sur moyeu. Jante avec centrale par bougeon à tête sphérique. Les enjoliveurs de roues en acier inoxydable. Siège conducteur selon l'envie, c'est-à-dire il y a deux fabricants. Il y a aussi siège conducteur à suspension pneumatique, siège oscillant à compas, par exemple, siège conducteur à suspension acier, siège conducteur pivotant, siège accompagnateur à assise rabattable, porte conducteur à gauche avec armoire de rangement ou sans armoire de rangement, selon les envies, avec plusieurs types de portes centrales. Donc à un battant ou à 2 battants, voilà, donc selon le type de véhicule, voilà, il y a plusieurs possibilités de largeur de porte, effectivement. Le double vitrage teinté vert pour la porte avant à débattement latéral, et aussi pour la porte centrale ou arrière à débattement latéral, vitre chauffante porte-conducteur, siège standard RS, siège confort RKL, la hauteur du dossier à 69 cm, et puis les implantations sièges en 35, 39, 41, 43, 47, 49, 51 ou 55 sièges.
Voilà. Il y a aussi évidemment dossier partie arrière habillé ou non de tissé aiguilleté, l'habillage des parois latérales en formica ou en moquette bouclée unie, un WC chimique sous le plancher devant la porte centrale, réfrigérateur, les rideaux au baie latéral, cloison avec repose-pied et rampe de maintien derrière le conducteur. Voilà. Donc selon le revêtement, tissu, voilà. Cloison avec repose-pied aussi derrière la porte centrale. Ça aussi c'est une option intéressante, évidemment. Ensuite, il y a évidemment la rampe de maintien avec repose-pied derrière le conducteur. Et avec une poignée à l'avant-droit, ou alors vers la porte arrière aussi. Donc là, c'est vraiment selon, soit on met une cloison, soit on met une rampe de maintien. À mon avis, pour la sécurité, c'est quand même mieux une cloison. Ça évite que les enfants en cas de freinage tombent dans l'escalier, la tête la première. Et donc ça évite des accidents, évidemment. Vide-poche sur rampe de maintien avec 2 porte-gobelets. Porte-bagages fermés par des volets. Donc ça, c'est vraiment une exécution grand tourisme, mais bon, c'est un équipement intéressant, effectivement. Porte-bagages simple conducteur en revêtement plastique, tapis fixé par bande adhésive, voilà, main courante sur porte-bagages côté gauche, gaine d'aération avec revêtement en velours dralon, revêtement plastique pour pavillon au-dessus du porte-bagages, et cache entre les porte-bagages et la gaine d'aération, pas de revêtement zone main courante gauche, ou alors effectivement ce revêtement ne sera pas en plastique mais en velours dralon. Voilà. Revêtement plastique pavillon central ou en velours dralon, porte-bagages conducteur fermé par un volet, revêtu en velours dralon, revêtement plastique du pavillon avant, revêtement velours du pavillon avant, revêtement antidérapant pour les soutes à bagages, volet de soute avec charnière caoutchouc et revêtement intérieur, volet de soute à effacement et revêtement intérieur. Donc là aussi c'est intéressant, c'est-à-dire que les volets de soute soit vont se relever, soit vont évoluer parallèlement à la carrosserie. Voilà. Donc c'est intéressant puisque le client a le choix. Verrouillage centralisé des portes et volets de soute à bagages, voilà. Ensuite, les barres latérales double vitrage teinté vert, porte-conducteur vitre simple. Voilà, donc toute une batterie d'équipements, la lunette arrière double vitrage teinté vert, prédisposition pour porte-ski arrière, peinture monochrome ou peinture de ton, voilà. Voilà donc les équipements du O404RH, effectivement, donc un autocar de tourisme non surélevé qui, effectivement, sera intéressant pour les transporteurs qui ont envie d'acquérir ce véhicule. Alors, il se trouve que le O404RH, comme son problème était un prix assez important, puisque c'est un véhicule de nouvelle génération qui effectivement proposait des prestations assez haut de gamme malgré tout, eh bien Mercedes-Benz proposera un véhicule moins cher, équipé de sièges moins 10 ans, mais tout aussi fonctionnel. Voilà, donc le O404RH Avantage joue la carte de la polyvalence. Il vous permet de proposer et d'organiser des voyages à prix modéré, son intérieur fonctionnel, avec des garnitures très faciles d'entretien, réduit les frais de nettoyage. Quelle que soit son affectation, il offre tout le confort nécessaire et tous les équipements utiles. Voilà, donc c'est un autocar en fait qui proposera exactement les mêmes caractéristiques, mais avec des équipements moins 10 ans. Voilà, donc ce sera en fait un véhicule simplifié. Voilà, donc toujours proposé en 3 longueurs, 10, 13 et 15, c'est-à-dire proposant de 8 à 10 rangées de sièges ou 10 à 12 rangées de sièges. Voilà.
ou 12 à 14 rangées de sièges. Voilà, selon les besoins du client. Et alors là, on peut observer qu'effectivement, le O404 Avantage, effectivement, le RH Avantage proposera moins d'équipements, mais voilà, une dotation de série moins importante et plus fonctionnelle, et donc une dotation de série plus accessible au niveau tarifaire. Voilà le O404 RH Avantage. Donc, le O404, effectivement, un autocar très haut de gamme qui ne connaîtra pas le succès du O303 pour une unique raison, c'est que le O303, c'était l'autocar des années 70 et l'autocar des années 80, mais beaucoup de choses ont changé depuis, là, on est au début des années 90, nous sommes en 1994, et les transporteurs, effectivement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, se spécialiseront effectivement dans des domaines d'activité plus précis, et donc nécessiteront effectivement aussi des véhicules qui seront mieux, comment dirais-je, des véhicules qui seront plus spécialisés, on va dire. Voilà. Donc les transporteurs achèteront des cars spécifiquement scolaires pour réaliser des transports spécifiquement scolaires, des autocars spécifiquement de ligne pour effectivement réaliser une activité ligne, des autocars spécifiques d'excursion comme celui-ci, et des autocars spécifiques et aménagés en grand tourisme surélevé, donc pour une activité de grand tourisme. Voilà. Il faut savoir quand même que le début des années 90, c'était aussi une succession de crises économique, puisqu'il faut savoir déjà que tout est cyclique, hein, c'est-à-dire que l'économie, ça n'est absolument pas linéaire, c'est-à-dire qu'il y a des vagues, des années où les choses vont très bien, et d'autres années où les choses vont beaucoup moins bien. Il faut savoir qu'au début des années 1980, pour se remettre dans le contexte, il y a eu une récession, puis une augmentation très forte des investissements, une forte hausse des capacités de production. En 1987, fin de cycle donc, le krach boursier avec le Dow Jones qui a perdu 22%. En 1989-90, la réunification allemande a généré une explosion des dépenses publiques. La Banque fédérale d'Allemagne a augmenté ses taux d'intérêt, a aspiré les capitaux européens. Les monnaies européennes se sont dépréciées, les pays ont augmenté leur taux d'intérêt pour attirer des capitaux et compenser et rétablir leur monnaie, mais ce qui a freiné leur économie. La récession s'est amplifiée, les pays se sont endettés, et avec l'augmentation des taux, les ménages ont réduit leur demande pour se désendetter, et les banques ont réduit leur offre de crédit. Comment voulez-vous qu'un transporteur s'achète un nouvel autocar si la banque ne veut pas vous prêter l'argent ? C'est aussi simple à comprendre que ça. La récession s'est amplifiée, les pays se sont endettés et les taux d'intérêt ont augmenté, les ménages, voilà. Donc là, ensuite, en 92-93, il y a eu la guerre du Golfe, évidemment, parce que les calamités s'enchaînent toujours. Ça aussi, c'est le problème des cycles historiques. Donc le recul des exportations, avec en plus la sortie du système monétaire européen de l'Italie et du Royaume-Uni, comme si ça ne suffisait pas. Donc l'industrie puissamment frappée par la récession, forte hausse du chômage et des déficits publics, et la crise du marché de l'immobilier. Donc autant vous dire que le début des années 90 a été un début de décennie absolument calamiteux. Voilà, donc c'était quand même important de le préciser parce que sinon on n'aurait pas compris. Donc la conclusion de tout ça, c'est quoi? C'est effectivement la spécialisation des véhicules dans leur créneau et la disparition des autocars, ou en tout cas la raréfaction des autocars spécifiquement multitâches, on va dire. Donc, effectivement, au début des années 90, en 1994, Mercedes-Benz devra frapper fort et devra vite se remettre de l'échec commercial de son O404 en proposant un O350 Turismo, c'est-à-dire qu'il reprendra une base de O404 en l'améliorant, en devenant plus, je dirais, plus classique.
et qui s'adaptera parfaitement au budget des transporteurs. Voilà, donc le O350 Turismo, qui deviendra effectivement ici, dans une édition 10 000 exemplaires, deviendra un best-seller européen voilà, de l'autocar. Voilà, un autocar donc surélevé, donc RHD, hein, surélevé, mais qui proposera aussi une version super surélevée, le SHD. Voilà, j'ai fait une vidéo spécifique sur le sujet. On peut reconnaître effectivement le confort des sièges Mercedes-Benz. Voilà, donc toujours avec la surcouche de confort sur les sièges. Voilà, donc un habillage qui semble être en tout cas du meilleur effet et voilà, qui semble répondre parfaitement aux besoins des attentes des clients. Donc ici, un autocar Turismo RH, un équipement donc de siège tout à fait basique, mais qui propose un confort ergonomique, on va dire. C'est-à-dire c'est un compromis entre le confort et l'ergonomie. Voilà, le Turismo RH, qui lui, comme le O404 RH, eh bien, ne sera pas surélevé, reprendra un physique d'autocar de ligne amélioré, mais sera multitalent, c'est-à-dire on peut faire aussi bien de l'autocar scolaire avec ce véhicule que de la ligne régulière départementale ou régionale, de l'excursion ainsi que du tourisme, dès lors que l'on n'attend pas effectivement une grosse capacité en soute. Il faut quand même savoir que ce véhicule qui est proposé en deux longueurs de 12 et 13 mètres offre 51 à 55 places assises, et apparemment proposer aussi un moteur compact et léger, le OM470, qui délivrait 360 chevaux ou 394 chevaux. Voilà. Avec une boîte Mercedes-Benz robotisée à 8 rapports, voilà, PowerShift. Il faut savoir aussi qu'une version courte, le Turismo K, dont je vous ai vaguement parlé dans une précédente vidéo, on peut observer effectivement ici le confort des sièges. Donc on observe qu'il y a une surcouche. Alors là par contre la couche est vraiment très épaisse. Effectivement là c'est vraiment une exécution grand tourisme, un grand confort. Là sur des sièges comme ceci, là on est sûr que nos clients, les clients utilisateurs des autocars soient vraiment parfaitement satisfaits. Voilà, ici sur un Turismo K, effectivement, eh bien, la motorisation développe 354 chevaux, un moteur OM 936. Voilà, et le physique du Turismo K, un physique ravageur aussi, donc qui est un cousin de son grand frère, on va dire, parce qu'on ne peut pas vraiment dire que ce soit le même, hein, c'est un véhicule tout à fait spécifique, mais bon, qui a quand même un air de famille, bien entendu. Voilà, donc son empattement est de 4,98 m, voilà, une longueur totale de 10,32 m pour une hauteur de 3,37 m. Donc là encore, un véhicule qui n'est pas surélevé, mais qui, justement, occupera un créneau de transport, de groupe de passagers à l'effectif réduit. Voilà, c'est-à-dire une trentaine de personnes. Enfin, il peut aller jusqu'à 41 passagers. Bon, après, il faut voir aussi quel est le créneau d'utilisation de ce type de véhicule. Voilà, donc voilà. Alors maintenant, ce que je vous propose de faire, c'est d'aller un peu voir le passé de l'entreprise Mercedes-Benz, parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire, très intéressantes, notamment sur l'histoire du logo et l'évolution. Et d'abord, pourquoi ça s'appelle Mercedes-Benz. Alors, les deux protagonistes, enfin deux des trois protagonistes, puisqu'ils ont été trois. Donc à droite, c'est Gottlieb Daimler, et à gauche, c'est Karl Benz. Voilà. Ici, c'est un document russe. Je ne parle pas le russe, mais je suis très content de vous montrer les illustrations. Donc ici, nous avons un ouvrier qui travaille sur une ossature d'un véhicule automobile. On peut observer d'ailleurs que la caisse, la coque, effectivement, on observe effectivement la soudure, les points de soudure. C'est de la soudure par point, voilà, soudure électrique. Voilà, par électrode donc. Voilà, nous observons les points de soudure d'une caisse d'automobile Mercedes-Benz.
Alors ici, c'est un document des années 80, du début des années 80 ou de 1980. Ce qui signifie en fait que les photographies, effectivement, parlent de véhicules qui ont été créés à partir de 1980 ou jusqu'à 1980. Voilà. Donc là, nous allons observer, nous allons aller dans le passé de l'entreprise et des premiers véhicules automobiles. Ici, le numéro 1, celui-là, c'est le tricycle Benz numéro 1. Moteur à essence, à combustion interne, un cylindre horizontal avec arbre à cam vertical, 954 ou 980 cm3, 0,5 à 0,9 chevaux, une transmission à poulie libre et à différentiel et poulie fixe, 2 chaînes entraînant les roues, 265 kg de poids à vide et pour une vitesse maxi de 12 à 16 km/h. Ici, c'est la Daimler Schroeterwagen. Je vous marquerai ça en description, bien entendu, de 1892 à 1895, produite à 12 exemplaires, avec un moteur arrière de 760 ou 1060 cm3, développant 1,8 ou 2,1 chevaux. Voilà. Boîte de vitesse à 3 rapports, poids vide de 560 à 600 kg et une vitesse de 18 km/h. Voilà, ici, c'est un camion Daimler, le Lastwagen. C'est comme ça que l'on appelle un camion en allemand, le Lastwagen. Un moteur essence de 1000 cm3 qui développe 4 chevaux à 12 km/h de vitesse maximale. Voilà, ensuite nous avons ici, là, très intéressant, c'est Benz Victoria Taxameter. C'est un des premiers taxis créés en 1897 qui proposait une vitesse maximale de 18 à 25 km/h avec une boîte à vitesse à 2 rapports qui évoluera vers une boîte de vitesse à 3 rapports avec marche arrière. Ici, c'est un bateau de 1888, un bateau à moteur Daimler qui s'appelle le Mari. Le Mari, c'était le bateau à moteur du chancelier allemand Otto von Bismarck. Voilà, Otto von Bismarck, qui effectivement sera l'heureux propriétaire et l'heureux usager de ce bateau à moteur Daimler qui s'appelle le Mari. Voilà. Nous avons enfin les premiers camions de pompiers de l'histoire, voilà. Alors, ce camion de pompiers avait la particularité d'avoir une pompe à eau qui remplaçait 32 pompiers. Voilà, donc là aussi, ça a été en 1892 une véritable innovation, c'est-à-dire effectivement de remplacer l'homme par la machine. Alors, en l'occurrence, remplacer 32 hommes, c'est quand même plus intéressant que les hommes soient sur le terrain à faire autre chose qu'à tourner des poulies pour actionner la pompe. Voilà. Donc ça, c'est très intéressant quand même de voir effectivement l'évolution des véhicules. Donc là, effectivement, Mercedes-Benz a été créé en 1926, mais pas seulement, c'est-à-dire qu'en fait, il y a eu 3 constructeurs, c'est-à-dire Daimler, Motoren, Gesellschaft, Mercedes et Benz et compagnie. Donc 3 entreprises qui effectivement ont créé Mercedes-Benz en 1926. Mais sur les 3 compagnies, il y avait 4 protagonistes. Paul Daimler, qui était le fondateur de la marque et créateur du logo, donc de la marque Daimler, Karl Benz, fondateur de la marque également, Gottlieb Daimler, co-inventeur du moteur à explosion, et Wilhelm Maybach, disciple de Gottlieb Daimler. Donc en 1902, Emil Jelinek, concessionnaire important sur la Côte d'Azur, dépose la marque Mercedes du prénom de sa fille de 13 ans et qui signe un contrat d'exclusivité commerciale avec Daimler Motoren Gesellschaft pour l'Autriche, la Hongrie, la France, la Belgique, les USA. Emil Jelinek Mercedes, donc, construira pour Paul Daimler, fils de Gottlieb décédé en 1900, et Wilhelm Maybach,
les premières Mercedes Simplex et 35 chevaux de course qu'il commercialisera. En 1909, Paul Daimler dessine l'étoile à 3 pointes. Alors cette étoile à trois pointes, désigne la terre, la mer et l'air. Voilà les 3 éléments qui concernent effectivement les véhicules, qu'il s'agisse de bateaux, d'avions ou d'automobiles. Voilà, donc ça deviendra l'emblème des voitures Daimler à partir de 1911. Voilà. En 1909, Paul Daimler dessine l'étoile à 3 pointes, dont terre, mer, air, ok, qui deviendra l'emblème des voitures Daimler à partir de 1911. Je l'ai déjà dit. En 1923, un camion Daimler, un moteur diesel sera exposé à la foire de Berlin. Voilà, donc il faut savoir quand même, des points très intéressants à noter quand même, des points historiques, c'est que en 1879, Carl Benz améliore le moteur thermique à 2 temps. En 1883, Carl Benz vendra 800 voitures Sylvester Motor. En 1886, Carl Benz crée sa première voiture. Entre 1887 et 1899, il verra son effectif passer de 40 à 430 personnes. En 1924, Daimler s'associe à Benz. En 1926, Mercedes s'associe à Daimler-Benz et crée la W01, la voiture W01, associée à Ferdinand Porsche. La W02 et la W03 sont créées également. En 1931, les camions Lastwagen gamme L seront créés et pendant la guerre, 64 000 camions seront produits. Voilà, alors la Seconde Guerre mondiale, je ne l'évoque pas volontairement, d'abord parce qu'il n'y a aucun élément sur le sujet, et parce que l'histoire est suffisamment riche et suffisamment connue, sans que je n'ai à répéter que la Seconde Guerre mondiale, évidemment, aura été une époque absolument abominable, une époque où le pire se sera passé non seulement en Allemagne, mais dans le monde entier. Voilà, donc les crimes, les morts, enfin les millions par millions, donc c'est même pas la peine d'en parler évidemment, puisqu'on connaît tous la terrible histoire de la Seconde Guerre mondiale, qui aura été donc une Seconde Guerre mondiale. Voilà. Donc c'est pas vraiment la peine d'en rajouter, je pense que vous n'avez pas besoin de moi pour vous raconter les atrocités de cette terrible époque. Voilà, donc là, nous avons donc des photos qui montrent effectivement les commandes électroniques d'outillage. Effectivement, ici, un travail de styliste sur une maquette automobile. Voilà, un modèle réduit automobile. Alors, s'agit-il d'une maquette en bois, d'une maquette en terre aussi, en argile? C'est tout à fait probable. Voilà, ici donc effectivement des roulements, des pièces des disques de frein qui chauffent, effectivement là une voiture de course. Voilà, un ouvrier soudeur qui effectue des points de soudure comme je vous les ai montrés tout à l'heure. Voilà, c'est donc de la soudure par points. Ici, c'est une voiture c'est la série 200 en fait, qui sera créée en 1975, qui sera commercialisée jusqu'en 1986 à plus de 2 millions d'exemplaires dans le monde. Il faut savoir que, à l'exception des années 83 et 1984, la majorité, enfin la motorisation qui sera la plus vendue parmi les autres sera la motorisation à moteur diesel. Voilà. Sauf en 1983 et 1984. Voilà. Alors, ensuite, alors là, c'est très intéressant aussi de voir un opérateur Mercedes-Benz qui travaille avec une clé dynamométrique. Voilà, une clé dynamométrique pour effectivement respecter le couple de serrage effectivement des boulons, là en l'occurrence. Voilà. En tout cas, le monsieur a de la poigne. Voilà. Alors là,
une publicité pour Siemens, voilà, donc les premiers ordinateurs, effectivement, donc c'était vraiment des grosses machines, on peut observer effectivement les grilles de ventilation, voilà, avec des capteurs de température, donc extrêmement moderne, effectivement, une entreprise, Mercedes-Benz, qui effectivement est à la pointe de la technologie en 1980, comme nous l'observons. Voilà, ici, la ligne de fabrication des automobiles Mercedes-Benz de la série 200. Voilà. Mercedes-Benz W123. Voilà, à partir de 1976. La W123. Voilà. Alors ici, encore une automobile Mercedes-Benz. Voilà, donc très moderne. Alors je ne saurais pas vous dire de quel modèle il s'agit. Hein. Là, je ne saurais pas du tout vous dire. En tout cas, c'est une grosse voiture qui semble être très confortable. Voilà. Je n'en sais pas plus sur ce modèle. Alors là, on revient sur la série, la W123. Voilà, la W123. Donc, voilà, donc le confort des sièges. Voilà, les garnitures de porte. Voilà, les célébrissimes feux arrière, voilà, le volant, la W123, voilà, les phares avant, voilà, le combiné central avec les ouvertures des fenêtres, la commande de boîte de vitesse automatique et puis les feux de détresse, voilà. Un gros moteur pour la voiture W123, le design très moderne et puis aussi les caractéristiques assez modernes des rétroviseurs. Là, ici à commande manuelle, c'est tantôt à commande manuelle, tantôt dégivrante, tantôt à commande électrique, et aussi certaines versions avaient le rétroviseur qui était teinté. Voilà. Et puis, un détail de confort, effectivement, sur la banquette arrière, voilà, et le garnissage de la paroi arrière droite. Voilà. Et l'appui-tête. Voilà. Mercedes-Benz, donc, très intéressant. Voilà, donc une ligne de fabrication des camions de moyen tonnage et de chantier et de distribution. C'est-à-dire que là, apparemment, il n'y a pas de cabine longue, sauf erreur de ma part. Ce sont des cabines de camions, vraisemblablement, qui, effectivement, sont pour les créneaux de petits, de faibles et de moyens tonnage. Voilà, on voit qu'il y a deux types de portes, donc il y a forcément deux types de camions. Vous voyez, par exemple, entre le turquoise en haut et le orange en bas, on voit que les portes ne sont pas les mêmes. Voilà, c'est là qu'on observe effectivement qu'il y a deux types de camions qui sont produits sur cette ligne de fabrication. Voilà, je ne peux pas vous en dire plus parce que c'est un document écrit en russe, donc voilà, je ne peux pas vous en dire plus. Alors ici, c'est un camion Ben de chantier, voilà, donc un camion. Alors qu'est-ce que c'est qu'un camion? Ben, c'est pas compliqué, c'est un châssis avec des essieux, une cabine, et puis un équipement spécifique, ici en l'occurrence une benne. Voilà un camion, donc un camion porteur à 3 essieux, donc, et on peut observer effectivement la contorsion des essieux, effectivement, sur un terrain accidenté, un terrain de chantier. Voilà. C'est très intéressant parce que ce sont ces camions-là c'est grâce à ces camions-là que nos ponts sont construits, que nos autoroutes sont construites, que nos aéroports, nos voies ferrées, enfin nos bâtiments, enfin tout est construit grâce aux camions. Et ici, en l'occurrence, des Mercedes-Benz. Je crois qu'on va avoir un détail. Ah oui, alors là, c'est un camion porteur et sa remorque. Grumier, en l'occurrence. Donc, alors apparemment, le V10 a été rajouté, là, c'est pas très joli d'ailleurs, on voit, c'est bizarre ce truc-là, on dirait que ça a été rajouté à la main, là, c'est bizarre, V10, là, c'est bizarre. Enfin voilà, donc c'est un camion porteur équipé en grumier, donc voilà, pour effectivement transporter les rondins de bois, pour transporter des troncs, voilà, des troncs d'arbres, donc un porteur à 3 essieux et puis sa remorque, voilà.
vraisemblablement à 2 essieux la remorque. Voilà. Ah oui, alors là aussi les détails du camion. Alors ici c'est un V10, donc là on a 5 cylindres d'un côté, plus 5 cylindres de l'autre, ça fait 10. C'est donc un moteur 10 cylindres en V, un V10. Voilà, ici un gros plan sur une suspension qui est réglable. Alors, apparemment c'est une suspension pneumatique réglable, voilà. Ici, un détail effectivement du pare-choc avant du camion. Un détail du commodo de commande. Effectivement, on peut voir que c'est un commodo qui est de bonne taille. Voilà, pour les essuie-glaces, les phares, les clignotants. Voilà. Voilà. Pour les camions Mercedes-Benz. Hein. C'est pas la série 200, c'est pas la W123. Hein. Voilà. Donc ici, l'essieu directionnel, voilà, l'essieu directionnel du camion Mercedes, voilà. Ici, un gros plan sur l'arrière du châssis et les roues jumelées, voilà, les roues jumelées, voilà, donc la batterie Farta, qui est une marque très réputée, Farta, un collègue m'a conseillé d'ailleurs, une excellente marque. Voilà, avec un réservoir d'air, voilà, cylindrique, le pot d'échappement du camion, voilà, du moteur, et puis aussi une jante à 10 trous, voilà, une jante à 10 trous Mercedes-Benz. Voilà. Donc là encore, des applications, effectivement. Donc c'est un camion, en fait, un camion qui est effectivement aménagé en autocar, voilà, pour le transport de petits groupes. Voilà. Ici, c'est un Unimog, le fameux appareil motorisé multi-usage, voilà. Ici, donc c'est effectivement un camion avec je ne sais plus comment ça s'appelle, enfin voilà, pour faire de l'élagage ou changer les ampoules, voilà, avec une plateforme qui est qu'on peut effectivement monter, voilà, je ne sais plus comment ça s'appelle, pardon. Là aussi, c'est pour le service des aéroports, voilà, pour pouvoir livrer la nourriture et les sets de service à l'intérieur des aéronefs. Voilà. Ici, c'est un autocar O303 que nous avons évoqué, effectivement. Alors, s'agit-il d'une version surélevée ici? J'arrive pas à voir. Apparemment oui, mais j'en suis pas sûr. Voilà. Voilà, donc une station alpine ou tyrolienne ou pyrénéenne, voilà. Une très belle vue d'un autocar Mercedes-Benz dans une station de sport d'hiver, ainsi que des camions pour les pompiers, voilà, donc une grande échelle, il y a certainement un fourgon pontonne aussi, voilà, donc les soldats du feu. Voilà, ici le moteur V10, encore une fois, ici donc c'est une vue plus globale des 5 cylindres qu'on avait vus tout à l'heure. Voilà, donc encore ici un camion porteur et sa remorque à 3 essieux. Voilà, un camion porteur à 2 essieux et sa remorque à 3 essieux, donc équipé en tail cleaner, c'est-à-dire avec une ossature et bâchée, et puis des portillons relevables en partie inférieure. Voilà, et ici un bout de gamme, voilà, le Unimog, le camion porteur en bleu Ben, le Keeper donc, et puis un petit camion aménagé en autocar, ainsi qu'un fourgon transport de personnes et une automobile W123 de Mercedes-Benz. Alors ici, donc, encore des applications très intéressantes. Donc effectivement, le camion Keeper, là,
puisque Ben, Keeper en allemand, donc c'est un camion Keeper sur un chantier autoroutier vraisemblablement, le Unimog dans son élément, dans un de ses éléments favoris, c'est-à-dire le chasse-neige, voilà. Un véhicule très réputé, qui a une carrière supérieure à 60 ans. Ici, un camion, toupie à béton. Voilà, donc nous aimons tous ces camions-là, puisque c'est grâce à eux que nous avons du béton. Voilà. Donc ici, un petit fourgon au transport de personnes, voilà, spécifique, une demande spécifique. Voilà. Je crois que l'avion, là, c'est un A300 d'Airbus. J'avais cherché, selon l'immatriculation, il me semble que c'est un Airbus A300 de la Lufthansa. Voilà. Ici, donc, c'est un tracteur routier avec une semi-remorque qui est prête à accueillir un conteneur normalisé. Comme quoi les normes, ça sert à quelque chose, hein, au moins pour le commerce mondial. Effectivement, là, nous sommes qu'en 1980 et nous connaissons tous le rôle stratégique majeur du conteneur dans les échanges mondiaux de marchandises. Voilà. Donc encore ici, un camion Mercedes-Benz avec une caisse qui est relevable. Voilà, pour pouvoir fournir les repas et puis les équipements de confort à bord des aéronefs. Voilà, encore un autocar Mercedes-Benz, ici, qui n'est pas surélevé. Voilà, si, il est surélevé, mais différemment. Si, cette version surélevée, une des premières versions surélevées à partir de 1979. Voilà, donc en plus en France. Voilà, je crois que c'est place de la Concorde, ici. Et c'est le ministère de la Marine, sauf erreur. Voilà. Ici, donc, alors, très intéressant de voir effectivement un transport de masse indivisible, c'est-à-dire que nous avons un camion tracteur routier à 3 essieux. Alors, pour avoir 3 essieux, déjà, on observe que ce sont des grosses roues, donc à mon avis, c'est pour un gros tonnage, et on observe effectivement une semi-remorque qui s'appelle colle de cygne, parce qu'on observe effectivement que le bas de la remorque qui va accueillir la marchandise, ensuite, donc c'est une remorque qui est surbaissée, mais il y a un col de cygne, effectivement, pour pouvoir atteler la remorque, la semi-remorque, au tracteur routier. Voilà. Et évidemment, une benne à ordures ménagères que nous aimons tous, puisque c'est cette benne à ordures ménagères qui, effectivement, grâce à elle, grâce à qui, eh bien, nous n'avons plus d'ordures chez nous. Ici, c'est très intéressant parce que c'est un test, effectivement, d'aptitude, on va dire, pour la caisse du véhicule. C'est-à-dire que le véhicule est congelé à plus de moins 20 degrés, c'est-à-dire moins 20, moins 25, voilà, pour pouvoir ensuite effectuer des tests de démarrage, voilà, donc des études et recherches pour voir effectivement quels sont les points à améliorer sur un véhicule qui est complètement gelé. Voilà. Ça permet en même temps de simuler effectivement des conditions d'exploitation qui soient extrêmes. Voilà, donc ici encore, alors là, donc toujours la contorsion des essieux arrière sur un camion de chantier, donc c'est vraiment très intéressant. Renault fait exactement la même chose et exactement les mêmes infrastructures. Voilà, donc c'est très intéressant parce que ça permet non seulement de valider la technologie, les choix technologiques de Mercedes-Benz, mais ça permet aussi d'effectuer des tests d'effort et des tests aussi d'usure prématurée pour voir effectivement, avec l'intensivité de ces tests, quelle va être la longévité du véhicule. Voilà. Encore ici, 2 camions porteurs sur un circuit de test. Voilà. Circuit de test qu'on va retrouver dans d'autres photographies. Voilà. Donc ici, toujours les W123, les voitures, les berlines, fabriquées de 1975 à 1986, à plus de 2 millions d'exemplaires dans le monde. Alors la rouge, je me la garde, hein, voilà. J'aime beaucoup, beaucoup, voilà, donc une très belle voiture, voilà. C'est très intéressant de voir effectivement le passé prestigieux
de cette entreprise. On peut observer aussi, là, cette voiture a des enjoliveurs et celle-là a des jantes. Voilà. Personnellement, je préfère celle avec les enjoliveurs parce que ces enjoliveurs colorés sont du plus bel effet. Voilà, comme sur la voiture de Jennifer Hart d'ailleurs. Je voulais vous la montrer tout à l'heure, mais bon, tant qu'à faire, on y est. Alors, autant en profiter, voilà. Donc, formidable Mercedes-Benz. J'ai perdu son nom d'ailleurs, je ne sais plus comment elle s'appelle, cette voiture. Je vais la retrouver dans un instant, mais pour l'instant, je ne sais pas du tout comment elle s'appelle. Alors, je vais vous la remontrer. En attendant, je vous montre un coupé. Donc, c'est une gamme C, je crois. Elle s'appelle comment, celle-là? 230 CE. Mercedes-Benz 230 CE. Métallique doré de 1976. Voilà, donc un coupé Mercedes-Benz, très sympa, de chez Maxichamp. Quant à la Norev que je vous ai montré là au 1/18e, c'est une Mercedes-Benz 200T de 1982. Voilà, la voiture de Jennifer Hart, là, c'est une Mercedes-Benz 200T de 1982. Voilà, la 200T. Voilà, concernant les modèles réduits, comme ça c'est fait. Voilà, donc la W123, voilà. Alors ici, apparemment, ce serait un bâtiment Mercedes-Benz. Est-ce que c'est le siège? Je ne sais pas du tout. En tout cas, c'est un bâtiment Mercedes-Benz. Voilà. Donc ici, je vous avais déjà montré la photo, je crois que c'était pour les véhicules au 305, voilà, dans la vidéo, effectivement, où on observe effectivement qu'il y a un autobus au gaz naturel, on observe qu'il y a deux duobus, donc, c'est-à-dire des véhicules diesel et trolleybus. Voilà, diesel et trolleybus, tous les deux, voilà. Donc ce sont des autobus bimode, électrique, thermique. Voilà. Ici, donc un autobus électrique à batterie, vraisemblablement. Voilà, donc toute une flopée de véhicules avec différentes technologies de propulsion alternative. Wasserstoffantrieb, c'est-à-dire le véhicule à pile à combustible. Le Gyroantrieb aussi, c'est-à-dire une propulsion enfin un truc qui tourne, voilà. Donc c'est un véhicule expérimental qui ne sera pas, évidemment, dont la technologie ne sera pas du tout reprise. Voilà, donc apparemment un véhicule à l'éthanol, ici, là, le camion. Voilà, ici c'est gaz naturel, je vous l'avais dit, le flüssig gaz, voilà. Voilà les études et recherches chez Mercedes-Benz, effectivement, qui mettent des moyens assez considérables, on va le voir, sur la recherche et le développement, l'innovation. Le Spourbus. Le Spourbus, c'est le bus sur site propre, voilà, et on peut observer qu'il y a des galets sur l'axe directionnel avant. Ça permettra de valider pour la ville de Essen en Allemagne, ainsi que de Adélaïde en Australie, le concept, effectivement, d'autobus guidés par des galets de guidage là, qui sont de part et d'autre et qui permettront aux véhicules de rouler jusqu'à 100 km/h. Voilà, très intéressant. Et puis, Wasserstoffantrieb, c'est-à-dire la pile à combustible. Voilà, un véhicule à pile à combustible. Voilà, carrossé en autobus. Donc, un minibus, certainement, pour le créneau des centres-villes. Et Wasserstoff, c'est-à-dire à pile à combustible, donc voilà, vraiment pour qu'il y ait le moins d'émissions possible dans le centre-ville. Donc toujours la W123, sauf erreur, voilà, sur le fameux circuit que je vous avais montré, j'avais mis la vidéo du Turismoka en lien de description dans une de mes vidéos, pour vous montrer justement ce circuit très impressionnant là. Vraiment, c'est très très impressionnant. Bien entendu, il ne faut surtout pas dépasser la ligne jaune, hein, évidemment. Mais en tout cas, avec la force centrifuge, c'est très très impressionnant d'être à bord d'un véhicule lorsqu'il passe effectivement sur ce mur. Parce que c'est un mur. Hein. Voilà, donc les brouillards salins, toujours, pour valider la technologie anti-corrosion Mercedes-Benz.
là, plusieurs tests, batterie de test. Ici, un test de retournement. Voilà, un test de retournement d'un véhicule, d'une automobile Mercedes-Benz. Voilà, les premiers tests de sécurité, voilà, pour essayer d'améliorer la sécurité des véhicules et surtout leur fiabilité de trajectoire. Voilà. Donc les premiers mannequins pour les tests, effectivement, les tests de sécurité, hein, c'est grâce à ces tests-là qu'effectivement, s'il n'y avait pas eu tous ces véhicules d'utiliser pour la recherche et le développement en matière de sécurité routière, eh bien, nos véhicules ne seraient pas aussi sûrs. Les véhicules, 40 ans plus tard, ne seraient pas aussi sûrs. Voilà. Donc, toutes ces tests-là, ces études et recherches auront permis, effectivement, de développer la sécurité des automobiles. Voilà, donc effectivement, encore une fois, là j'adore les couleurs, c'est pour ça que j'ai pris ce livre, parce que j'adore le orange. Donc là je trouve que ça rend super bien cette photo, voilà, c'est des véhicules tout neufs qui sont sacrifiés pour notre sécurité, voilà. Voilà ici donc les tests en soufflerie pour étudier l'aérodynamique des automobiles Mercedes-Benz, voilà. C'est tout à fait d'actualité encore et toujours, notamment avec l'émergence et le développement de la voiture électrique, effectivement, plus d'efficience, plus d'intégration dans l'air pour moins de consommation. Voilà. Enfin, là, une petite dernière illustration pour montrer effectivement un dessin industriel, ce que faisait mon papa dans une entreprise maconnaise. Voilà, après avoir travaillé chez Curus très brièvement au début des années 70. Voilà, un atelier de danse pour se détendre et, ma foi, pouvoir exercer ses talents de danse. Voilà. Donc ici, un outillage de précision pour une opération de précision, voilà. Le social, c'est important, hein, c'est-à-dire que bien nourrir ses employés, c'est quand même primordial hein, pour faire du bon travail, voilà, un restaurant d'entreprise, avec des logements aussi qui sont offerts au personnel, voilà. C'est le paternalisme à l'allemande qui a perduré, puisqu'en 1968, en France, avec les événements de mai 1968, enfin, c'était une révolution, le paternalisme a été stoppé net, alors qu'en Allemagne, effectivement, il a continué. Ça veut dire que travailler dans une entreprise en Allemagne, c'est avoir certains avantages, voilà, notamment, donc, ici, c'est pour fédérer hein, autour du passé glorieux de l'entreprise Mercedes-Benz, voilà. Toujours la formation, voilà, la formation des gens, des candidats pour l'embauche, hein, c'est très très bien. Miser sur l'humain, voilà, tout à fait ordonné, voilà. Et puis ici une manifestation apparemment des régates. Voilà, des régates organisées par Mercedes-Benz. Là aussi, l'esprit d'équipe, c'est formidable. Hein, chaque maillon de la chaîne est important. Donc, c'est vraiment de très belles valeurs qui sont promues par Mercedes-Benz. Encore une fois, le sport d'équipe, ici le handball. Voilà, le handball, la balle à main en allemand, puisque c'est un sport allemand. Voilà, et puis aussi ici des cours de langue, voilà. Des cours de langue, ici donc des outillages de précision, voilà, donc former les gens et les faire travailler sur des outillages de précision. Voilà. Ici toujours le dessin industriel, ce qu'a fait mon papa chez Metso Mineral à Mâcon, voilà, qui s'appelait Bergeau et puis Nordberg. Voilà, après avoir travaillé chez Curus. Voilà les premiers ordinateurs. Voilà les premiers ordinateurs. Voilà les photos Mercedes-Benz, le travail d'équipe, la recherche de solutions, ensemble et toujours ensemble. Voilà, ensemble, zusammen en allemand. Voilà, esprit d'équipe chez Mercedes-Benz. Voilà, j'en ai fini de cette vidéo sur les Mercedes-Benz O404 RH.
Donc une version qui sera, comment dirais-je, qui sera simplifiée, entre guillemets, du Mercedes-Benz O404. Comme je vous l'ai dit, c'est le O350 qui gagnera et qui permettra à Mercedes-Benz de redresser la situation. Voilà, je voulais quand même préciser encore quelque chose, puisque après tout, tant qu'on est dans le passé, autant y aller à fond. Voilà, donc là, je trouvais ça intéressant de vous montrer les véhicules d'avant 1975. Ici, on est dans les années 60. C'est un modèle 280 SE que je suis absolument ravi de pouvoir vous montrer. Voilà. Donc ici, c'est pas la version cabriolet, c'est la version coupée. Voilà, la Mercedes-Benz 280 SE avec un physique donc vraiment des années 60. Un véhicule qui connaîtra non seulement un grand succès, mais aussi, effectivement, une réputation qui, 60 ans après, là, en l'occurrence, c'est des véhicules qui datent de 60 ans et qui sont toujours disponibles à la vente à un prix très très élevé, bien entendu, puisque ce sont des véhicules qui sont vraiment classiques, qui reprennent des équipements absolument très haut de gamme. Voilà. Voilà le cabriolet 280 SE de Mercedes-Benz avec la planche de bord, avec du vrai bois. Voilà, de vrais détails très haut de gamme. Voilà, des automobiles 280 SE de Mercedes-Benz. Voilà, les sièges pivotants inclinables à l'avant, les vides-poches, la boîte à gants, effectivement, la transmission automatique Mercedes-Benz, voilà, les pneumatiques à bande blanche, le toit qui est coulissant, et puis la version cabriolet. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo, je suis très heureux de vous l'avoir fait. Au plaisir de vous faire d'autres vidéos très prochainement. Merci pour vos likes, pour vos commentaires, et puis n'hésitez surtout pas à vous abonner. À très bientôt. Merci. Au revoir.